je vais juste réagir sur plusieurs choses. Toutes les théories là que je vous ai montrées, enfin que j'ai évoquées plus exactement, l'une par exemple chez Schellenberg se construit contre l'intervention des producteurs dans l'évaluation. Parce que pendant très longtemps, les archivistes, finalement, l'évaluation revenait aux producteurs, l'archiviste ne faisant que recevoir passivement les choses. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il est temps de reprendre les choses d'une manière différente, en associant plus largement, en effet, producteurs, utilisateurs à l'évaluation. C'est en effet quelque chose auquel on peut penser. Encore faudrait-il qu'ils soient intéressés. Ce qui remonte par exemple du témoignage de Rosine Cléier-Michaud, qui a essayé donc de renouveler l'évaluation en France au début des années 2000, à la fin des années 90. Et c'est que quand elle sollicitait des historiens, il n'y en avait pas un qui avait envie de venir se pencher sur la question. D'abord, ils ont plein de choses à faire, et puis ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de trancher sur le sort de documents. Je pense qu'il y a là quelque chose de l'ordre du psychologique. Et ça se confirme, enfin, je veux dire, je pense que ça n'a pas, que c'est toujours vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle voulait discuter de ça au sein du Conseil supérieur des archives. Elle a cru que ça serait une instance où elle pourrait dialoguer là-dessus avec des historiens. Puis au bout de 3 ou 4 séances, ça s'est arrêté, ça s'est enlisé, parce que très honnêtement, quand on lit le compte-rendu des commissions, ça n'a vraiment aucun intérêt. Je termine juste sur la macroévaluation et les territoires, hein, parce que c'est assez amusant que vous le posiez d'emblée comme un danger. J'avoue que je ne comprends pas. Alors j'imagine que c'est parce que ce que tout le monde a, enfin ceux qui ont un peu cherché ont retenu de la macroévaluation, c'est que les archivistes canadiens cherchent la fonction, voient comment elle s'incarne dans des structures et cherchent parmi ces structures la structure qui va produire les informations de la meilleure qualité possible, hein, le bureau de premier intérêt, je crois, dans leur jargon. Et donc on va prendre les archives là et nulle part ailleurs. Alors j'imagine que si on plaque ça sur un schéma français, on imagine la fonction descendre comme ça de l'État jusqu'à, pour certaines d'ailleurs, elle dirige jusque dans la commune, et puis on se dit, oh, mon Dieu, si on prend les informations que ici, alors ça veut dire qu'on va les détruire partout ailleurs, c'est ça que vous avez dans la tête ? Non ? Ouais. Bon, je me suis dit, voilà, si c'est un modèle comme ça auquel on pense, je veux dire que c'est pas lié à la macroévaluation. Aujourd'hui, les archivistes, quand ils évaluent, ils traquent le doublon de toute manière. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'une évaluation basée sur le document, vous allez traquer des doublons. Puis alors, vous allez vous dire, comme il y en a encore aujourd'hui qui se posent la question, oui, mais la collection des budgets qui est conservée aux Archives nationales, elle concerne toute la France. Alors, c'est vraiment intéressant, on va les garder pour les chercheurs que cette vision intéresse, et puis la vision qui est en bas, on va la garder pour les plus circonscrites, on va la garder. Puis il y en a d'autres qui arrivent en disant, non, il faut quand même qu'on choisisse, vous savez bien, et on s'en sort pas de ces débats-là, parce qu'ils sont basés sur les documents, et on cherche des doublons. Or, ce qui est intéressant, c'est la fonction. Si vous remontez sur la fonction, vous vous rendez compte que ces documents-là ne soutiennent pas les mêmes processus, ne sont pas convoqués et ne servent pas à la même chose. Donc, on peut très bien aboutir à des moments, à des décisions où ça vaut le coup de garder des informations qui vous paraissent redondantes, mais on s'en fout des informations. Enfin, excuse-moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais on ne va pas évaluer ça, parce qu'on ne va pas sortir les informations de ce contexte, du contexte de leur production et du propos qu'ils servent et de l'action administrative qu'ils servent. Donc en fait, je pense qu'au contraire, à la limite, en se concentrant sur les fonctions et la façon dont elles sont assumées par chacun dans son domaine de compétences, on arrivera finalement bien souvent à accepter plus souvent des redondances parce qu'elles ont du sens. Tandis que là, en se focalisant sur les documents, on comprend plus rien en fait. Voilà. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la macroévaluation, c'est pas parce qu'on évalue et on se dit tiens, là c'est un bon truc, je le prends. Et c'est à partir de là qu'on peut repositionner les rôles dont on parlait ce matin, dont vous avez parlé tout à l'heure. Le rôle de l'État, c'est quand même de garantir quelque chose. Donc le rôle de l'État pourrait, si je me projette, je fais de la science-fiction, pourrait être de garantir la conservation à ce niveau-là, estampillé niveau le plus intéressant. Pas forcément le seul, pas forcément pertinent, mais de mon point de vue, moi qui veux garantir un minimum, voilà, un socle commun minimum, j'estampille là. Ça ne veut pas dire que j'oblige, on revient à ce que je disais tout à l'heure,
l'État, il a le pouvoir de s'opposer à l'élimination. Donc, je m'opposerai toujours, je vous jure, je garantis la conservation de ces documents-là à cet endroit-là, parce que j'ai jugé que la fonction dont ils venaient, le producteur dont ils venaient, etc., grâce à l'évaluation que j'en ai faite. Mais c'est pas parce que dans le cas d'autres fonctions, c'est conservé ailleurs que je m'oppose à ce que vous, Madame Martinez, dans l'Aude, comment l'Aude, c'est ça, hein, dans l'Aude, vous ne gardiez pas ce que j'ai décidé que, bon, de mon point de vue, je ne vais pas, investir toute ma force et tous mes moyens sur le fait que vous conserviez ou pas ces documents. Donc ça ouvre aussi, en voyant les choses comme ça ouvre aussi la voie à une politique locale de collecte, qui existe aujourd'hui parce que l'archiviste navigue en eau trouble. Il navigue en eau trouble parce que, évidemment, l'État qui dit que il régente tout, ne peut pas tout régenter, donc réglemente une partie de la production et puis laisse à l'archiviste le soin de gérer comme il peut, le mieux possible, le moins mal possible, ce qu'il rencontre. Voilà. Et donc, je pense que si on repositionnait les choses de cette manière, la macro-évaluation pourrait nous aider. Oui, je vais aller vite. Pour aller dans votre sens, c'est un indice très important quand on travaille sur un objet, de retrouver le même document dans des sources différentes, dans des fonds différents. Parce qu'en fait, ça signifie que le document circule, qu'il est effectivement utilisé, intégré dans des chaînes de pratique par une diversité d'acteurs, et donc heureusement que tous les doublons ne sont pas supprimés. Alors, heureusement, il y a plein de doublons qui ne se voient pas, sans doute aussi. Et donc, voilà. Donc je vous rejoins là-dessus. Cette question de l'évaluation, j'ai l'impression qu'elle a été aussi découverte par les historiens, en fait, à l'occasion de la publication de ce rapport et de la pétition qui a été initiée par Raphaël Branche, qui du coup a publicisé cette histoire-là. Moi, j'ai relu la pétition du coup. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une incertitude ou une inquiétude sur les critères qui seront utilisés pour décider ce qui est une archive essentielle ou pas. Et alors évidemment, moi en vous écoutant, du coup, d'un certain point de vue, je suis rassuré, parce que je vois bien que les archivistes, a priori, ne font pas n'importe quoi. Mais je pense que le débat ne se situait pas tellement à ce niveau-là pour Raphaël Branche et les autres, mais plus du point de vue de précisément ce que l'État serait en mesure ou pas d'imposer à son administration, selon des critères qui ne sont pas du tout des critères liés à la profession et au travail des archivistes, mais selon des critères budgétaires, de gestion des flux, etc. Quoi. Voilà, et donc du coup, mais moi ça m'intéresserait d'entendre aussi vos avis à toutes et à tous par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire en fait le truc de dire, il faut en fait recruter, construire des bâtiments, etc., parce que le nerf de la guerre il est quand même là, si on veut pouvoir conserver les choses, et la numérisation ne nous sauvera pas. De ce point de vue-là, je vous cite un exemple, hein. Le fonds que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus ou moins 500 000 dossiers. Alors ça, c'est qu'un étage, hein, parce qu'il y a un étage au-dessus avec à peu près la même chose. Donc il y a en gros 800-900 000 dossiers qui sont toute personne passée dans les mines, dans le Nord-Pas-de-Calais ou ailleurs, a un dossier, qui soit resté quelques jours ou une carrière entière. C'est un fonds d'une richesse incroyable pour faire l'histoire sociale, à la fois de territoire, parce que évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une emprise territoriale de cette entreprise qui est très forte, et puis pour faire l'histoire d'une profession. Ce fonds, il est géré à l'heure actuelle par une agence, l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs, et c'est un statut d'archive publique, mais il est toujours géré comme ça parce que c'est pas une archive inerte, elle est toujours utilisée pour gérer notamment les droits au logement, les droits à la retraite, tout ce qui est attaché en fait au statut du mineur. Enfin bon, voilà. Je vous fais pas un dessin, c'est évidemment des choses très, très complexes. Mais bien évidemment, ce truc-là, il n'est pas immortel. Et ces documents, ils sont déplacés, ils sont un peu malmenés parfois aussi, et donc typiquement, là, c'est le genre d'endroit où des archivistes, peut-être, devraient aller voir et faire un peu une évaluation de ce fonds, parce qu'il y a des vrais risques, en fait, que ce genre de choses aussi soient parfois pas forcément très bien traitées. Et par rapport à la numérisation, l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs avait essayé, pour résoudre ce problème de logistique, de place et de manutention que posent ces dossiers, de numériser. Et donc ils ont fait venir une entreprise spécialisée dans la numérisation, ils ont fait faire un devis, et quand ils ont vu le montant du devis, ils ont bien évidemment abandonné. Alors on pouvait s'en douter avant, mais ça se chiffrait en millions d'euros, et évidemment ils n'avaient absolument pas les moyens de ça, et puis surtout ils étaient en train de se poser le problème de ce qu'ils allaient numériser dans ces dossiers. Et donc de leur point de vue à eux, ils n'allaient numériser que les choses qui leur permettaient eux de travailler, c'est-à-dire en fait juste des condensés des carrières des gens,
et des condensés de leurs droits au logement, etc. S'ils avaient fait ça, et heureusement ils ne l'ont pas fait, avant que moi je fasse ma recherche, je n'aurais pas pu travailler sur les mineurs marocains. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de documents hyper importants pour l'historien qui auraient été supprimés. Le dernier truc, j'ai pas eu le temps de le dire dans la présentation, mais dans le guide, dans le cadre méthodologique en 2014, il y a des objectifs chiffrés qui sont donnés, que vous avez rappelés dans votre introduction ce matin, que je ne suis pas sûr de bien comprendre, et si je les comprends bien, je ne suis pas sûr d'être très rassuré, qui consisterait à dire que pour les tout petits fonds, on pourrait garder soit 30, soit 50 unités documentaires, en fonction du degré d'hétérogénéité du fonds. Et pour les gros fonds, au-delà de 9000 unités documentaires, donc là vous voyez on est sur 500 000 dossiers, donc on est très très largement au-delà, on en garderait entre 300 et 600 en fonction du degré d'hétérogénéité. Ça me paraît peu. Voilà, pour vous le dire de manière très... voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est... comment est-ce que ce truc-là est évalué? Est-ce que c'est une règle prescriptive qui est du coup amenée à être mise en œuvre? Mais s'il y avait 600 dossiers qui étaient conservés uniquement sur ce fonds de 500 000 dossiers, ce serait une perte extrêmement grave. Et on ne pourrait pas travailler sur tout un tas de petites populations minoritaires, parce qu'en fait, si on sélectionne 600 dossiers là-dedans, typiquement, mes Marocains disparaissent. Voilà.